Le cancer. Une pensée vertigineuse qui bouleverse une vie, traverse le quotidien, transforme les relations et réinvente les priorités. Mais derrière ce mot, il y a avant tout des histoires, des visages, des voix humaines et singulières. Bienvenue dans Le Cancer et moi. Un podcast où nous tentons de mettre des mots sur la maladie et ses réalités sociales. Dans cet épisode, nous abordons ce qui peut être vu aujourd'hui comme un rôle secondaire dans le combat contre le cancer. Dans le dictionnaire, un aidant est une personne non professionnelle qui s'occupe d'une personne dépendante, âgée, malade ou handicapée. Derrière cette définition, ce sont avant tout un conjoint ou une conjointe, un parent, un enfant ou la famille de cœur. Le cancer chamboule bien évidemment la vie des personnes à qui on le diagnostique, mais elle impacte aussi celle des personnes autour. Une nouvelle dynamique se crée, se met en place, non sans peine, et si la maladie peut mettre à mal les liens déjà présents entre les personnes, elle peut aussi les resserrer, les intensifier et devenir salvatrice. À quel moment devient-on aidant ? Comment vit-on ce statut, cette position ? Comment cela chamboule notre relation avec la personne aidée ? Et puis aussi, qui prend soin des aidants ? Dans cet épisode, Maya, Emmanuel, Pascal, Nolwenn et Lily nous partagent leur quotidien de personnes aidantes et de personnes aidées. Accompagnés du regard d'experts de Cécilia et Thierry sur le rôle des aidants. Et en fait, tout mon traitement, ça a été moi contre le cancer, mais c'était surtout nous contre le cancer parce que c'est mes parents qui ont fait les recherches, c'est mes parents qui venaient au rendez-vous et qui écoutaient quand moi, j'étais pas en mesure d'écouter. Maya a 21 ans. Accompagnée de ses parents, elle a appris il y a 1 an être atteinte d'une tumeur au cerveau. Le combat devient alors familial pour faire front commun face à la maladie. Je pense que mes parents, c'est naturel pour eux. Alors, il y a des parents qui se disent, bah voilà, mon enfant, il est adulte et il se débrouille. J'en connais beaucoup des parents comme ça fait pas d'eux des mauvais parents du tout. C'est juste une façon de voir ses enfants et une autre façon d'interagir avec eux. Mais moi, ma maman c'est une maman poule. C'est une maman italienne, alors autant vous dire que la maman, elle laisse pas son enfant, genre vraiment. C'est des parents qui sont extrêmement présents et qui le seront tout le long de notre vie avec ma sœur. Et je pense que pour eux, c'est naturel. Si leur enfant est malade, peu importe son âge, j'aurais pu avoir 40 ans, ça aurait été les mêmes questions. C'est de dire comment on t'aide au mieux pour t'accompagner. Mais pour eux, c'est leur rôle de parents plus que de rôle d'aidant. Moi, aujourd'hui, je les vois vraiment comme à la fois des parents et à la fois des aidants. Parce que c'est eux qui viennent aux rendez-vous médicaux, c'est eux qui prennent des notes, c'est eux qui posent les questions. Et ils sont là dans toutes les phases de la maladie pour m'accompagner au mieux. Et ça, c'est 100% la définition d'un aidant, en tout cas dans mon dictionnaire. Et mes parents ont complètement rempli ce rôle, mais ils sont pas je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Et ils s'en rendront peut-être plus compte après. Mais pour l'instant, c'est leur rôle de parents. Ils t'aiment. Ils m'aiment et c'est pour eux, c'est voilà, j'ai signé pour être parent, j'ai signé pour être là dans tout ce genre de problème. Et donc, mon papa est rentré vraiment en mode proactif, en mode comment je règle ce problème. Ma maman, elle a eu un rôle tout aussi important parce qu'elle a eu un travail plus de l'ombre par rapport à la maladie en elle-même. Et ma maman, c'est celle qui me cuisinait mes plats, qu'elle me mettait au congèle le soir. C'est ma maman qui venait me nettoyer l'appartement. Donc en fait, c'était 2 pôles complètement différents. En fait, comme une entreprise, chacun son rôle. Donc c'est important quand même à souligner dans cette question de mes 2 parents, de qui faisait quoi, parce que ma maman, j'en parle moins. Mais pour lui, elle a été tout aussi importante et sans elle, ça aurait été un tout autre combat et beaucoup moins plaisant. Mon papa est rentré en combat parce que lui, c'est sa façon de gérer les choses. Il est très proactif. Et donc quand il y a un problème, il fait tout pour passer au-dessus et comprendre comment régler le problème. Pour lui, c'est sa façon d'être présent. C'est de dire, c'est comme un papa, on lui dit, bah, moi, ça va pas trop, mais ça m'aide si tu accroches un cadre au mur. Bah là, c'était pareil, mais lui, il s'est dit, comment je vais aider ? C'est en trouvant une solution. C'est en trouvant une façon d'aider Maya, pas seulement au quotidien, mais vraiment sur quel traitement est le plus efficace et jouer ce rôle de conseil qui ne soit pas un médecin, qui ne soit pas un corps médical ou hospitalier, qui soit vraiment un proche, qui sache me conseiller et prendre les bonnes décisions. Et en fait, tout mon traitement, ça a été moi contre le cancer, mais c'était surtout nous contre le cancer parce que c'est mes parents qui ont fait les recherches, c'est mes parents qui venaient au rendez-vous et qui écoutaient quand moi, j'étais pas en mesure d'écouter.
Bah alors du coup, après l'opération, il y avait déjà tout le côté récupération. Mais moi, j'étais en pleine forme, donc j'ai récupéré très très vite. Pourtant, j'avais 24 agrafes et j'étais défigurée, mais j'allais très bien. Au final, en 3 semaines, j'étais déjà en road trip en Italie à boire du vin, donc tout allait très bien. Et en fait, mes parents m'ont encouragée à faire ce voyage, typiquement. Ils m'ont dit là, dans une semaine, on a les résultats d'Anapat. On sait pas ce que ça va donner. Pars. Fais ton truc, vide-toi la tête. Bon, on me l'avait déjà bien vidé avant, mais du coup, en l'occurrence, genre, moralement, fais un truc qui te fait plaisir. Et ensuite, on verra. Et c'est à ce moment-là où mon papa, il s'est mis à faire énormément de recherches pour comprendre déjà vraiment la nature de cette tumeur et la connaître comme si c'était son enfant. Et aujourd'hui, il a toutes les connaissances sur cette tumeur que mon médecin. C'est-à-dire qu'ils ont des conversations vraiment ultra approfondies entre lui et mes équipes médicales parce qu'il s'est énormément informé sur le sujet pour pouvoir ensuite, selon les recherches qu'il faisait pour les traitements, comprendre directement lequel était le bon ou pas bon. Aujourd'hui, grâce à l'évolution des moyens de communication et à la démocratisation d'Internet, les témoignages d'autres patients ou l'expertise de professionnels de santé est de plus en plus accessible. C'est l'occasion pour les proches d'en apprendre plus sur la maladie, comprendre comment elle se déclare et évolue, et surtout chercher un traitement, un remède, quelque chose qui pourrait guérir ou soulager la personne aimée. L'aidant devient alors soignant par substitution. Thierry Calva est sociologue de formation. Il est à l'origine de la mise en place du premier panel national des aidants familiaux, ainsi que de la création et l'animation de la Journée nationale des aidants. Il est aujourd'hui en France une des références pour comprendre et appréhender les réalités et les enjeux gravitant autour du rôle de l'aidant. Les raisons pour lesquelles un aidant va, d'une certaine façon, devenir un soignant par substitution, il y a sans doute une première raison qui est une raison, je vais dire, plutôt d'ordre naturel, qui est que on est de toute façon aujourd'hui, on évolue aujourd'hui dans un monde où il y a de moins en moins de temps soignant disponible. Donc il peut y avoir une forme de carence ou pénurie que naturellement l'aidant, par souci d'accompagnement de son proche, va être amené à endosser. C'est vraisemblablement pas la majorité de l'espèce, s'agissant des aidants, mais il y a aussi parfois une dimension plus utilitaire dans la façon dont l'aidant va réagir par rapport à cette question. Si on regarde de façon plus psychologique ce qui peut pousser un aidant à d'un coup devenir le soignant de la personne qui l'accompagne, vraisemblablement la culpabilité que l'on peut avoir par rapport à la maladie de l'autre est sans doute un vecteur assez puissant, puisque la maladie qui s'est invitée dans le quotidien de la personne qu'on accompagne n'a pas forcément toujours une raison, et que une des pensées récurrentes qui vient chez les aidants, c'est pourquoi est-ce que c'est lui et pourquoi est-ce que ça n'est pas moi. Donc vous voyez, il y a une forme de culpabilité sans objet et sans faute qui peut pousser une personne à vouloir, d'une façon ou d'une autre, réparer. Et quelle meilleure façon que de réparer que de devenir celui qui, en toute proximité, peut devenir le soignant, c'est-à-dire beaucoup plus que simplement une personne qui accompagne de la personne qui est malade. À l'annonce du lymphome de son mari Pascal, Emmanuelle a une carrière florissante et n'a même pas encore 30 ans. Et pourtant, elle décide de mettre sa vie professionnelle en pause pour se consacrer entièrement au suivi médical et administratif de la maladie de son mari. Elle aurait très bien pu continuer, mais si elle avait continué dans son job, elle n'aurait peut-être pas été aussi disponible pour m'aider. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle s'est même inscrite en fac aux États-Unis pour comprendre ma maladie. C'est incroyable. Elle s'est inscrite sur Internet et elle parlait avec le professeur chef de service à Saint-Louis. Elle lui posait des questions. Vous avez ça, vous avez les anticorps monoclonaux. Enfin, il y avait plein de choses. Des noms, j'ai oublié. Moi, elle connaît tout ça par cœur. Mais ils étaient étonnés. Ils disaient, mais vous êtes du milieu médical. Elle parlait oui, il est surtout en aplasie. Enfin, elle faisait des courbes de température quand j'étais à la maison. Il lui envoyait. Il me dit, c'est très intéressant. Donc, je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je me suis rendu compte que Pascal était très focalisé sur son travail et que sa maladie, finalement, elle n'existait pas vraiment. Dans son corps, oui, mais dans sa tête, pas du tout.
et qu'il fallait que je prenne en charge en fait cette partie administrative, que ça soit sur les protocoles médicaux, mais également les démarches qu'il y avait à faire auprès de la sécurité sociale, auprès de l'employeur, auprès de la prévoyance, mais également auprès des médecins, où je me suis dit que j'allais pouvoir certainement être un maillon essentiel en fait dans son parcours de soins, où j'allais pouvoir en fait traduire d'une certaine manière les informations qu'on recevait brutalement de la part des médecins avec un langage qu'on ne comprenait même pas, où je me suis dit mais en fait il va falloir que je me forme à tout ça, comprendre la maladie, comprendre avoir ce lexique médical pour être un peu au niveau, à la hauteur en fait de la mission que je m'étais mise sur les épaules. En fait, je me suis inscrite comme étudiante sur des sites d'universités de médecine aux États-Unis, et ça me permettait en fait d'avoir des informations sur l'hématologie en général, mais sur le lymphome et d'avoir les derniers protocoles. Donc ça me permettait, quand on voyait le professeur qui avait pris en charge Marie, de lui dire là aux États-Unis il y a tel protocole d'essai qui est sorti, et donc il était toujours très surpris parce que je sortais les noms des molécules, même pas les noms des molécules commerciales, mais le nom des molécules ou des nouveaux protocoles, parce que je savais qu'il y avait des budgets qui étaient libérés dans les hôpitaux pour certains patients qui avaient encore l'âge de recevoir ces protocoles d'essai. Donc, Pascal en a bénéficié d'ailleurs, parce que je pense qu'on a été proactif aussi dans son parcours de soins avec les médecins. On a tous formé une équipe, et moi, j'avais besoin de comprendre. J'ai tellement pris une batte de baseball en plein dans la figure au moment de l'annonce, où je me suis retrouvée à poser des questions idiotes, à poser des questions auxquelles Pascal ne m'attendait pas de réponse, d'ailleurs, que je me suis dit, mais plus jamais ça, en fait. Il faut que moi, je sache, il faut que je comprenne d'abord ce qui se passe pour le soulager de tout ça. Il avait déjà suffisamment à faire avec sa maladie, avec les traitements à subir, et ces boulots qu'il a perdu quand même 3 fois de suite. Et je pense que je l'ai jamais vu aussi malheureux. D'ailleurs, quand il a perdu son 2e travail, où là vraiment c'était compliqué, plus malheureux encore que l'annonce de la rechute de son cancer. C'était plus un homme s'il avait plus de travail. Il était déjà malade, mais là, s'il avait plus de travail, il n'était plus rien. C'était essentiel. Moi, je dis toujours, pour s'en sortir, il faut avoir des soins à bon niveau, c'est-à-dire un hôpital et des soignants très bonne qualité. Un environnement où vous avez un accompagnant, donc c'était mon cas. Et puis des projets, j'ai dit, mental fort pour s'en sortir. Si vous avez le cocktail comme ça des trois ingrédients, vous pouvez abattre pas mal d'obstacles. Donc ouais, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc j'ai eu cette expérience-là. Alors, à quel moment est-ce qu'on devient aidant et non plus proche ? Il y a une raison qui est une raison physique, et ensuite il y a une raison qui, à mon avis, tient de la volonté de la personne qui accompagne. Éclusons tout de suite la question qui tient à la volonté de la personne qui l'accompagne. J'ai tendance à dire quand elle le choisit. Vous avez des personnes qui seront fonctionnellement des aidants, mais qui jamais ne se sentiront en situation d'aidance. Mais à l'inverse, il y a une raison qui est aussi une raison physique, qui est le temps que l'on va y consacrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui était simplement une situation d'aide ponctuelle va devenir une aide de plus en plus régulière, et de plus en plus régulièrement, on va se retrouver dans une situation où on va devenir, d'une certaine façon, dépendant de la personne qu'on accompagne. Lorsque cette situation devient extrêmement présente, s'installe donc cette interdépendance qu'un sociologue, par exemple, comme Michel Billet, puisqu'il faut lui rendre la paternité du terme, a qualifié d'interdépendance, c'est-à-dire le moment où la personne qui accompagne dépend entièrement de celle qui l'accompagne. Et le moment où ses journées de travail, mais aussi ses journées de repos, sont entièrement rythmées par le rythme de l'autre. J'ai pas du tout pris conscience que j'avais un
une mission d'aidante auprès de lui pendant toutes ces années. C'est plus en écoutant des témoignages d'aidants que je me suis rendu compte que bah oui, j'avais été aidante dans ce parcours de soins et dans ce parcours de vie, mais en fait, sans avoir les termes, j'étais là et il me semblait évident que ma mission était d'être auprès de lui, d'essayer de le protéger, d'essayer d'anticiper tout ce qui pourrait lui rendre une vie plus agréable. On a composé avec, on n'avait pas d'autre modèle de toute façon, et puis on s'aimait très fort et on s'aime toujours très fort, donc j'avais pas l'impression que c'était un sacrifice, c'était normal pour moi d'être auprès de lui et de le soutenir pendant cette période. Ça pouvait pas être autrement. Ma famille nous a beaucoup soutenus, mais également tous nos amis très très proches qui ont été une deuxième famille pour nous, qui ont su nous accompagner dans les moments difficiles et très douloureux, comme dans les moments plus gais, lorsqu'il y avait des rémissions ou des choses beaucoup plus positives. Mais on avait toujours, quand Pascal partait pour une hospitalisation longue, ce qu'on faisait, c'était une grande fête à la maison. Voilà, comme si on voulait se dire non, mais ça sera pas pour cette fois-ci. On va fêter ça tous ensemble et garder des bonnes ondes pour les prochaines semaines qui vont être difficiles. Voilà, on lève le verre et on profite de ce moment-là tous ensemble pour gagner en énergie et en ondes positives. J'étais aidante, mais il m'a aidée aussi, en fait. J'ai l'impression qu'il m'a aidée à grandir. Moi, j'avais 26 ans, en fait, quand on a découvert son cancer. J'étais un bébé. Donc, moi, je m'attendais pas à une chose pareille. C'était pas possible que mon futur mari, mon compagnon soit malade, en fait. Donc, ça m'a fait vachement grandir, en fait, d'avoir un regard sur les autres, sur la vie, de s'arrêter aussi, de s'arrêter, de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de soi, de se dire, bon, il y a des choses qui sont peut-être plus importantes dans la vie que de courir après le boulot ou l'argent ou machin, ou une certaine forme de reconnaissance sociale. Ça, moi, j'étais pas content quand elle a dit j'arrête quartier. J'ai dit non, tu n'arrêtes pas. Moi, je me disais, mais il faut se battre là. C'est la vie, en fait. On va se battre pour la vie. Tu n'arrêtes pas cette boîte. J'ai dit, c'est hors de question. Elle fait quand même. Mais oui, et puis je regrette pas. Je sais pas comment moi, j'aurais pu aller travailler en sachant à l'hôpital. Je m'étais dit, mais jamais il ira à l'hôpital tout seul. Jamais, jamais, jamais. À chaque fois que j'avais une chimie, on m'accompagnait, machin. Et on était toujours ensemble. Alors, on nous connaissait par cœur, parce que on passait quand même de nombreuses années. Et à chaque fois, ils se marraient, les médecins se marraient, parce que ils posaient des questions à Pascal, c'était moi qui répondais parce qu'il l'avait oublié entre-temps. Et on se battait avec les médecins pour qu'ils s'arrêtent, voilà. Et on disait, non, c'est Pascal, c'est pas possible. Si, je retourne au boulot, là. Puis ils me font chier, là, il est 9h30, je vais être en retard. Être aidant demande beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, beaucoup de soi. C'est un dépassement, une démultiplication de son énergie et de ses ressources. C'est un phénomène que Thierry Calvat identifie très bien. La situation d'aide est une situation qui va amener de la part de l'aidant des changements qui sont des changements permanents, récurrents, souvent brutaux. Il va falloir s'habituer à devenir parfois le soignant de la personne qu'on accompagne, parfois le parent de la personne qu'on accompagne. Et donc, il va falloir endosser différentes responsabilités qui font que progressivement l'aidant va changer d'un état pour un autre. L'aidance va mobiliser des énergies en nombre parfois conséquent et considérable, à tel point d'ailleurs que on estime que l'ensemble de la communauté des aidants, quelles que soient les pathologies qu'ils accompagnent, mobilise chaque année pour affronter ces changements de situation et mener à bien leur mission. Ils mobilisent l'équivalent d'une demi-centrale nucléaire par an en kilowatts. Et évidemment, cette énergie-là, elle n'est pas perdue et dissipée. Elle se transforme. Et dans cet exercice de transformation, il y a une transformation qui est une transformation personnelle de la part de l'aidant, qui, parce qu'il est confronté à des difficultés, à des arbitrages, à des adaptations, va développer des compétences, mais elle est aussi récupérée par le collectif avec qui
il travaille et au sein duquel il intervient, puisque beaucoup d'études pointent aujourd'hui une influence extrêmement importante et positive des salariés aidants dans le collectif de travail, qui reste encore largement sous-estimé dans les médias et globalement dans l'imaginaire collectif, mais qui sont réels de l'aveu même des gens qui les côtoient. C'est au tour de Nolwenn de nous partager son expérience d'aidante auprès de sa mère atteinte d'un cancer de l'endomètre déclaré en 2014, qui est entrée en phase terminale en 2015. Avec sa sœur, elles l'ont accompagnée jusqu'au bout. Du coup, lorsqu'on est avec ma sœur, parce que ça s'est vraiment passé ensemble avec ma sœur, on a appris que notre mère avait un cancer. On s'est beaucoup mobilisé pour faire en sorte d'être près d'elle, proche d'elle. Et surtout, quand on a appris que le cancer entrait en phase terminale, on a pris la décision de mettre nos vies en stand-by, de prendre nos valises et d'aller vivre avec elle tous les derniers moments dans sa maison, d'être tout ensemble. On avait l'immense chance qu'elle ait une maison à Pornichet, dans la baie de la Baule, donc ça a beaucoup joué. Elle a aussi eu la grande délicatesse d'être en phase terminale en plein été. Donc c'était formidable parce que on avait le soleil, on avait la mer et je pense que les éléments, la nature nous ont aidés à traverser ça aussi de manière positive. Donc c'était chez elle dans sa maison. Alors l'annonce de la phase terminale, c'était en mars. Elle a tenté encore, donc en mars 2015, elle a tenté encore une dernière chimio qui avait plus pour but de prolonger un petit peu sa vie. Une chimio qui a été très brutale pour elle, que j'ai réussi à enrayer en étant espiègle et en jouant avec un petit peu les protocoles, parce que c'est très dur de les faire arrêter. Donc j'ai réussi à le faire. En fait, donc ce protocole était vraiment très très dur pour elle, notamment elle avait des rayons qui lui passaient par la gorge et qui faisaient que le matin elle avait des douleurs qui étaient vraiment insoutenables au niveau de la gorge. Donc c'était la voir partir, c'était un supplice, c'était de l'acharnement et on en avait beaucoup discuté au début de sa maladie. Elle voulait pas d'acharnement thérapeutique, donc pour moi je considérais que là on entrait dans l'idée de l'acharnement sans vouloir du tout critiquer le protocole, mais on pouvait pas l'arrêter, on pouvait pas l'enrayer. Donc tous les matins les ambulanciers arrivaient et on emmenait ma mère faire ses rayons. Et donc un matin, je supportais plus. Donc j'appelle les ambulanciers et je leur mens. Je leur dis que l'appareil à rayons est cassé, que l'hôpital m'a appelé et que du coup, on les rappellera pour savoir à quelle heure venir. Quand arrive l'heure des rayons, j'appelle les gens des rayons et je dis « je ne comprends pas, les ambulanciers ne sont pas passés ». Et donc ma mère ne va pas venir. Et quand on rate une séance, c'est tout le protocole qui s'enraye. Et du coup, le lendemain, j'ai eu rendez-vous avec l'oncologue qui a, je pense, parfaitement compris, qui n'a absolument pas reparlé de reprendre le protocole, qui quelque part était, je pense, peut-être soulagé du fait que ce soit fini parce que ça ne servait plus à rien. Et donc j'avais pris cette décision dans cette matinée d'arrêter ça. Et c'est ça aussi accompagner, c'est parfois prendre des décisions lourdes. Donc c'était sans la consulter au préalable, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas que tu allais faire ça. Elle le savait plus ou moins, mais elle était déjà dans un état où avec l'Hypnoveil, qui est le médicament qui permet quand même d'avoir un état de conscience altéré pour faire en sorte qu'il y ait moins de douleurs psychiques, de détresse morale, etc. Sa conscience était quand même franchement altérée. Et c'est là que je vais rebondir sur les aspects drôles. C'est que avec les médicaments, on a eu des discussions parfois complètement ubuesques parce que elle alternait entre des moments de conscience où on parlait tout à fait bien. Je me souviens d'une soirée où on a énormément discuté. Puis au moment de me lever et de partir de sa pièce, elle me regarde et elle me dit « Nolwenn, s'il te plaît, peux-tu emmener le tigre qui est avec toi ?» Et donc là, je choisis d'entrer dans son monde et de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et du coup, telle Roselyne et les lions, je dis à mon lion de se lever, je sors de la chambre accompagnée par mon lion. Et pour elle, elle était soulagée, elle me dit merci, parce qu'elle voulait pas rester dormir avec un lion dans sa chambre. Donc il y a plein de choses comme ça qui étaient drôles. On regardait la télé aussi et je me souviens, c'était l'émission qui s'appelait Des racines et des ailes. Et moi, je trouvais ça assez ennuyeux. Je suis désolée pour les gens qui produisent l'émission, mais voilà, c'était pas de ma génération. Et ma mère aimait bien, mais à un moment donné, elle me dit c'est quand même vachement mieux sous morphine, Des racines et des ailes, parce que elle voyait les personnages dans la chambre. Elle disait c'est interactif. Ils sont là autour de moi. Elle dit franchement, on peut pas regarder Les racines et des ailes autrement qu'avec de la morphine. C'est vraiment augmenté. Donc il y avait plein de moments comme ça où elle était très espiègle en plus, ma mère. Donc du coup, on riait quand même. Il y a aussi eu un moment, ça peut paraître tragicomique, mais c'était vraiment drôle. Elle avait des poussées de métastases parce que le cancer, il est pas raisonnable. Il va pas tout doucement. Il pousse de manière fulgurante par moment.
Et donc, il y a des heures pendant lesquelles il y a des poussées, des métastases. Et à l'issue de cette poussée, elle en avait plein dans les poumons. Et quand elle respirait, elle sonnait, elle faisait de la musique. Et nous, on est bretonnes. Et du coup, je l'appelais mon petit bignou. Parce que quand elle respirait, ça faisait un bruit de bignou. Et c'était absolument drôle et tendre, parce que c'était la musique de notre enfance. Donc, c'était une manière adorable d'essayer d'accueillir ce drame qui était la poussée de métastases. Alors, c'est l'hospitalisation à domicile, l'HAD. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Donc, ça se fait en discussion avec l'hôpital et le corps médical. Et puis, le reste de la famille, je dirais aussi, parce que assumer ça seul, c'est quand même très, très dur. Donc, c'est bien d'être épaulé, de savoir qu'il va y avoir du monde autour. Et donc, l'HAD, l'hospitalisation à domicile, fait une visite dans les locaux, en fait, et vient vérifier si c'est adapté ou non, vient proposer des solutions et apporte tout le matériel qui va être nécessaire au bien-être physique de la personne qui est malade. Le personnel du coup du quotidien, qui sont les infirmiers, les soins infirmiers, eux viennent et si on établit un bon lien avec eux, qu'on participe un petit peu aux soins, on comprend les gestes en observant, on peut poser des questions, puis on a eu la chance, même si j'imagine que c'est beaucoup le cas dans ce corps de métier, mais là on a eu la chance, je trouve, d'être avec des gens formidables qui nous ont beaucoup partagé, qui nous ont beaucoup expliqué, qui avaient l'habitude de l'HAD, de la fin de vie. Donc, ils pouvaient vraiment nous aider à avoir les bons gestes. Ce qui était quand même très compliqué, c'était le rapport avec les médecins, parce que ce qui est stupéfiant, c'est que l'hospitalisation à domicile, les médecins sont disponibles de 9h à 17h. Et donc après, on est dépendant des SOS médecins. Et du coup, il faut pouvoir, lorsqu'on les appelle, récapituler l'ensemble du tableau clinique de la personne. Et ça suppose quand même une bonne connaissance, une vraie concentration pour comprendre tout ça. Et souvent, avec ma sœur, en riant, on disait à la fin de l'été, on fait une validation des acquis de l'expérience, on est bonne pour l'hôpital, là. C'est bon, on peut travailler maintenant en oncologie. On est prête. Dans son accompagnement dans la maladie de sa mère, Nolwenn a dû prendre le relais auprès des soignants. Comme elle le dit, c'est une formation accélérée et la création d'un lien particulier avec les professionnels de santé entourant sa mère. Pour Thierry Calvat, cette relation aidant-soignant est une nouvelle dynamique qui rentre en jeu dans la prise en charge d'un malade. Le soignant compte sur l'aidant ou ne compte pas sur lui, mais en tout cas, il n'est pas aujourd'hui en capacité à avoir un avis très tranché sur la question, puisque l'aidant, qui est un phénomène qui finalement s'invite depuis quelques années, le poids qu'il occupe, c'est tout le passage entre ce qu'on appelait auparavant le colloque singulier à une forme de colloque intermédiaire, c'est-à-dire qu'il joue un rôle d'intermédiaire. Il a un rôle qui est de plus en plus important, et le soignant, dans ce cadre-là, ne sait pas très bien ce qu'il peut attendre de l'aidant. Pas plus que l'aidant ne sait très bien ce qu'il peut attendre du soignant. Tout simplement parce que c'est assez peu formalisé encore à date. Finalement, en tout cas, moi, c'est la conviction que j'ai, c'est que l'aidant est toujours, dans le cadre d'un parcours de prise en charge, une forme de passager clandestin. C'est-à-dire qu'il est toujours très mal à l'aise par rapport au soignant, et le soignant est aussi mal à l'aise par rapport à lui, puisqu'on ne sait pas très bien ce qu'on peut attendre du soignant, et le soignant ne sait pas très bien ce qu'il peut attendre de l'aidant. Et à l'inverse, de la même façon, il n'y a pas de contrat entre l'aidant et la personne qui l'accompagne qui régissent leur relation. L'entrée en HAD, honnêtement, c'était ultra choquant. Parce qu'on est accompagné pour le matériel, mais on n'est pas encore accompagné pour les soins, et encore, c'est que le personnel infirmier. Donc au début, on a une somme de prescriptions médicales immense, on a la pompe à morphine, à l'époque, si elle est déjà automatique, mais on a les bolus à gérer, etc. Donc au début, c'est ma sœur qui l'a accueillie. Moi, j'étais à Paris à l'époque, donc je suis arrivée une journée après. Et la première journée, ma sœur avait complètement shooté. Ma mère a la morphine parce qu'elle avait mal, donc on avait du mal à gérer les doses. Une journée type, c'est 5h du matin, je me réveille, j'ouvre sa fenêtre, je fais une petite ricorée. La première infirmière arrive, fait les soins infirmiers. Ensuite, elle repart, arrive dans la matinée vers 8-9 heures, l'aide-soignante, la personne qui va faire la toilette, qui va changer de lit, qui du coup est celle qui nous a beaucoup communiqué les gestes, comment faire pour aider ma mère à aller
J'ai la chaise percée qui me vient, ça fait très médiéval comme truc, mais la chaise percée, avant qu'elle puisse plus se lever. Donc c'est vraiment cette personne-là qui nous a aidés au niveau postural. Ensuite, il y a à nouveau le passage infirmier, il y en a environ 3-4 par jour, à peu près. Et puis l'aide-soignante, c'est 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Et régulièrement quand même, le médecin qui vient dans la journée pour faire adapter les médicaments. Donc là, on a une place importante parce que on est quand même là pour dire ce qui va et ce qui va pas. Parce que là aussi, le patient, donc là, ma maman, a pu la clairvoyance pour dire les choses. Il y a un moment où elle a quand même dit au médecin qu'on la séquestrait. Mais non! On ne te séquestre pas, tu ne peux plus bouger. Mais c'était les médicaments, là aussi. Il peut y avoir des phases d'agression de la part de la personne malade. Et comment on gère ça alors justement ? Avec beaucoup d'empathie et d'amour, en se sentant surtout pas... faudrait surtout pas se vexer et croire que c'est contre nous. Même si ça peut être agressif d'entendre sa mère dire au médecin « ma fille me séquestre, elle me refuse de l'eau », ce qui était vrai, parce qu'elle avait un médicament qui paralysait temporairement sa gorge et du coup elle aurait pu faire une fausse route. Donc j'avais interdiction de lui donner à boire pendant quelques heures. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être très dures à vivre, mais il faut être extrêmement patient avec la personne malade, ne lui en vouloir de rien, et comprendre que l'état de conscience, il est complètement altéré. Qu'en plus, quand il y a des métastases cérébrales, il faut aussi tenir compte du fait que la pensée est probablement altérée aussi. Donc il faut pouvoir l'encaisser et il faut un espace pour l'évacuer. Donc il faut les gens autour. Nous, la maison, c'était l'auberge espagnole, hein. Il y avait des gâteaux sur la table et les gens, ils entraient, ils sortaient, ils passaient, ils prenaient un thé, des gâteaux. Il y avait tout le temps du monde. Ma mère avait beaucoup d'amis et du coup, on mettait des chaises autour de son lit. Il y avait tout le temps plein de monde autour de son lit. Ça discutait, on jouait, etc. Et moi, ça me permettait de m'échapper, d'aller à la plage un peu, ma sœur aussi. Parce que être aidant, c'est vraiment un job à 100%. C'est comparable pour moi, qui avait donc eu ma fille déjà, c'est comparable à un nourrisson. C'est le même degré de soin, le même degré de vigilance, le même degré d'obsession psychique de « oh, je dois absolument comprendre » et puis on n'a pas le feedback pour comprendre ce qui se passe. C'est vraiment comparable et en même temps c'est beau parce que j'accompagnais ma mère et je trouve que elle avait vécu ça pour moi, donc c'était normal de le lui donner et je pense que si je peux parler de ça de manière aussi joyeuse quelque part, c'est aussi parce que faut pas oublier que perdre ses parents, ça fait partie du flux. C'est normal de perdre ses parents. On l'a vraiment vécu comme on est avec ma sœur. On est très différentes, mais on est vraiment comme des Legos. Donc on s'imbrique complètement et on fonctionne hyper bien ensemble sans avoir besoin de s'accorder la décision de la sortir de l'hôpital, de mettre en place l'HAD. Je crois même pas qu'on en ait parlé. C'était une évidence. Et donc ça s'est très très bien passé, c'était fluide, on se répartissait les rôles, on se soutenait et on le sentait. Par exemple, il y avait des nuits où j'avais besoin de dormir et comme par hasard, ma sœur était insomniaque cette nuit-là et du coup c'était elle qui relayait et vice-versa. Donc on était très complémentaires, il n'y avait pas de question là-dessus. Comme on avait décidé de la garder à la maison pour qu'elle puisse vivre le plus possible son quotidien, moi, par exemple, je savais qu'elle avait tendance à se réveiller vers 5 heures du matin, même avant sa maladie, et que ce qu'elle aimait, c'était entrebâiller sa fenêtre pour avoir l'air. Et puis, quand elle était pas malade, elle se faisait un petit café, puis elle se rendormait après. Donc, j'avais tendance à me réveiller à 5 heures pour aller ouvrir sa fenêtre pour qu'elle puisse avoir ce petit air, même si elle pouvait pas me le demander. Et j'allais jusqu'à me faire, elle buvait de la ricorée, donc j'en bois aussi. Donc j'allais jusqu'à me faire une ricorée pour qu'elle ait l'odeur et que ça puisse lui donner ce sentiment de routine et qu'elle puisse conserver cette routine-là. Ce qu'on faisait aussi pour son jardin, elle pouvait plus aller se promener, mais du coup je cueillais des feuilles dans le jardin et puis je les lui froissais sous le nez pour qu'elle puisse se promener. Donc je lui disais, voilà, où il en est ton rosier, là c'est de lavande, etc. Ce qui permettait de continuer à faire venir l'extérieur dans la maison et faire en sorte que la journée soit moins un plafond. Quand on est aidant, on n'est plus juste un proche, juste un parent ou, comme ici, juste un enfant. Une relation de dépendance se crée entre les deux personnes et bouleverse les relations. Cécilia est psychologue clinicienne. Si sa mission principale est d'accompagner les patients, elle accompagne aussi leurs proches qui ne sont pas épargnés par les impacts de la maladie. Alors, c'est possible de, malgré tout, garder, une relation, d'enfant, de conjoint, de
d'amis, de parents, avec la personne qui est malade. Mais bien sûr que l'irruption de la maladie grave, ça vient bouleverser aussi toute l'organisation familiale, parce que ça touche le patient, mais ça touche tout le monde autour de lui. Donc ça va venir en fait modifier l'organisation, les équilibres. Une famille, c'est un peu un système, hein, donc il y a un système d'équilibre qui là va être mis à mal et l'idée, c'est de pouvoir retrouver un autre équilibre. Mais ça se peut pas se faire en 24 heures. Ça dépend aussi du fonctionnement de base de la famille, de s'il y avait déjà des difficultés préexistantes ou pas. Donc forcément que ça va venir impacter. Nous, voilà, un des rôles aussi du psychologue, c'est de pouvoir essayer d'accompagner ça. Parfois, ça peut venir vraiment tout bouleverser et que l'équilibre va être très, très compliqué à retrouver. Il faut savoir se préserver. Mais on peut pas faire l'impasse quand même, je pense, sur un bouleversement, au moins un temps, en tout cas, du quotidien, de l'organisation, des émotions, des affects, enfin, de plein de choses. Parce que c'est le cancer, quoi. Donc ça vient forcément impacter tout le monde. J'ai perdu 6 kilos pendant tout l'accompagnement et j'en ai perdu 3 les 10 premiers jours. Voilà. Et du coup, là aussi, ma mère rit en disant « c'est moi qui ai la chimio, c'est toi qui maigris ». Après, elle m'a rattrapée, elle est allée beaucoup plus vite que moi. Mais c'était tellement physiquement douloureux que la chute de poids a vraiment été très rapide. Les gens autour de moi disaient que j'étais l'ombre de moi-même à la fin. Je m'en rendais pas compte. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai toujours été voir des thérapeutes. J'ai toujours pris soin de ma santé mentale et physique. Et donc, je suis allée voir mon thérapeute à ce moment-là et je lui ai dit j'ai peur de pas tenir psychologiquement. Et lui, il me connaissait très bien. Et il m'a dit moi, j'ai pas peur pour vous psychiquement. Par contre, physiquement, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, préservez-vous. Et donc, j'ai fait très attention physiquement à essayer de tenir la route. Et ça veut pas dire que j'ai eu une hygiène de vie du tout. J'ai beaucoup fait la fête. Ça a été une période de ma vie où je suis beaucoup sortie avec mes amis. J'ai fait des fêtes incroyables. C'était vraiment mettre beaucoup de joie et beaucoup d'énergie dans ma vie à Paris pour compenser tout ce qui était difficile quand j'allais épauler ma mère le week-end et puis ensuite dans sa phase terminale. Donc j'ai vraiment choisi d'être dans l'hyper joie, l'hyper fête. Et puis aussi, j'ai beaucoup pratiqué le yoga et la course. Je pense que ça a participé de ma perte de poids parce que la fête, plus le yoga, plus la course, forcément, ça tirait sur la corde. Mais c'est ce qui m'a permis de m'en sortir psychiquement. La course, c'était vraiment pour aller plus vite que ma souffrance. Je pleurais beaucoup en courant. Et c'était une manière d'essayer de dépasser cette douleur. Et le yoga, c'était pour me recentrer dans l'instant présent. Parce que ce qui rend impossible quand on est aidant, ce qui rend les choses impossibles, c'est quand on est en mode projet et quand l'avenir existe. Parce que l'avenir, c'est la mort. Et donc, on n'a aucune envie d'y aller. Et je pense que vraiment, on parlait de leçon de vie, je pense que la vraie leçon de vie, c'est la notion de l'instant présent. On en parle beaucoup dans notre société aujourd'hui parce qu'on ne sait pas beaucoup le vivre. Je l'ai vraiment compris à ce moment-là. Il était vital. Je ne pouvais vivre que dans l'instant. Dès que je pensais au jour d'après, à la semaine d'après, ça voulait dire penser au monde sans ma mère, c'était impossible. Donc pour vivre, il fallait être au quotidien et c'est le yoga qui m'a enseigné ça et qui m'a permis de le conserver. C'est sûr que pour les patients, d'avoir quelqu'un qui les accompagne, qui peut les aider à organiser les rendez-vous, tout ça, c'est très aidant pour le coup, d'où le nom d'aidant, mais ça peut être aussi potentiellement très lourd. Donc c'est pas pareil aussi, d'aider une mère âgée que d'aider un conjoint ou un frère ou une sœur. Je pense que c'est très différent aussi en fonction des moments de la prise en charge. C'est pas pareil quand le patient, malgré tout, va globalement bien, que les traitements se déroulent bien, que être l'aidant ou l'accompagnant de quelqu'un qui va être en fin de vie ou qui va, avoir eu une opération et qu'après, il va quand même avoir une perte d'autonomie pendant un certain temps, l'implication n'est pas la même. Moi, en tout cas, quand je rencontre de l'entourage, c'était pas systématiquement, mais en tout cas, je suis toujours très attentive à pouvoir leur dire qu'il faut aussi qu'ils prennent soin d'eux. C'est extrêmement important de déculpabiliser ça, même de le dire. Moi, je leur dis, vous savez, parfois, vous culpabilisez de prendre un temps pour vous, mais en fait, c'est très, très important. C'est un marathon, c'est pas une course de vitesse. Et si, en fait, vous voulez être présent et aidant,
le mieux possible, il faut que vous teniez sur la durée. Donc, si vous vous rendez malade vous aussi, en fait, à un moment où ça va pas aider. Parfois, les aidants, ils ont pas, ils nous disent, mais j'ai pas le choix en fait. Je peux pas le faire autrement, parce qu'il y a que moi. Parfois aussi, il y a pas de relais. Moi, je me rappelle de patients, d'enfants, de patients qui disaient, mais moi, faire la fête à ma mère, c'est pas possible en fait. Je peux pas, c'est pas possible. Et ça, de pouvoir leur dire, mais c'est tout à fait normal et on ne vous demande pas de le faire. C'est très rassurant aussi pour eux de s'entendre dire je suis pas obligée et on peut solliciter des professionnels pour faire ça. J'ai essayé de rester sa fille parce que je trouve que rapidement, c'est comme avec les personnes âgées qu'on peut infantiliser, etc. J'ai vraiment toujours essayé de lui garder, de lui conserver sa dignité et de lui laisser son rôle de mère quand même. Même quand elle était plus vraiment là, plus vraiment consciente, c'était important. Donc je me rendais pas trop compte du fait d'être aidante. C'était par moment. Par exemple, on a commis une énorme erreur avec ma sœur. Un jour, on lui a donné une petite clochette pour lui permettre de l'activer quand elle avait besoin de nous. Donc donner une clochette à quelqu'un qui n'a pas conscience du temps, c'est une mauvaise idée. Parce que du coup, elle l'activait en permanence. Donc, on l'a escamotée, cette clochette, et on l'a arrêté de l'utiliser. C'était infernal. Et donc, c'était monter les escaliers, etc. C'était beaucoup de sport, mais j'en manquais pas. Donc, j'en avais ras-le-bol. Je me sentais aidante quand on devait gérer l'intendance. Laver le linge, vraiment gérer l'intendance de la maison. Et là, je dois dire que ma sœur était exceptionnelle parce qu'elle sait faire ça très, très bien. Et elle le fait sans rechigner. Franchement, elle en a fait plus que moi, je pense, à ce niveau-là. Et donc ça, c'était lourd. Et puis, je me suis très sentie aidante à la fin. À vrai dire, on avait décidé d'accompagner ma mère jusqu'à la fin. Mais ça prend combien de temps, la fin ? Nous, on est arrivés fin juin. Fin juillet, ça commençait à faire long. Et puis moi, j'avais arrêté de travailler. Puis il y avait l'école de ma fille qui reprenait en septembre. Et à un moment donné, avec ma sœur, on s'est regardés. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Si en septembre, maman est toujours là ? Ma sœur, à l'époque, travaillait en périscolaire dans les écoles aussi. On s'est dit, là, on va avoir un problème. Et il y avait un côté, on n'a pas fait tout ça pour la renvoyer à l'hôpital début septembre. Donc, on la regardait presque en lui disant, bon, écoute, il y a un moment, il faut y aller, là, parce que ça va pas durer éternellement. On en avait ras-le-bol. On était crevés. Je pensais même, franchement, je culpabilise pas d'avoir pensé ça. Je pensais même, tu pourrais partir début août, parce que moi, j'ai besoin de vacances, là. Je suis crevée. J'ai besoin de me reposer. Donc, s'il faut que j'enquille le boulot direct début septembre, donc j'en avais ras-le-bol et je me souviens par taper sur Internet, que fait-on quand on en a marre, phase terminale cancer, un truc du genre. Et là, je tombe sur un article d'une femme qui accompagnait les aidants, justement, et qui décrivait de manière très précise en disant « Le moment où vous n'en pourrez plus va signer le début de la phase d'agonie. » Et ma mère est entrée en phase d'agonie 2 jours après. C'était spectaculaire. Comme si il y avait... Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je sais que ma mère, elle s'est agrippée. Elle a vécu sa maladie comme une épreuve de Koh-Lanta. Hein. Donc, c'était l'épreuve du poteau jusqu'au bout. Je ne tomberai pas, je ne lâcherai pas. Elle était vraiment agrippée à la vie jusqu'au bout. Et je pense que c'était aussi parce que, en tant que mère, elle voulait pas nous laisser. C'était dur de lâcher. Et peut-être que de sentir notre ras-le-bol, parce que inévitablement, elle a dû le sentir d'une manière ou d'une autre, c'est ce que je me dis. C'est une forme d'autorisation à partir. Et d'ailleurs, à la toute fin de la phase d'agonie, dans les derniers souffles, quand elle ronronnait comme un vieux moteur de voiture, et vraiment chaque souffle était... vraiment, elle extirpait chaque souffle et elle se battait encore. Et mes derniers mots pour elle auront été « Pars, maman, lâche, on est prête à vivre sans toi. » Et elle est partie à ce moment-là. Donc ma mère est morte le 1er août. Et donc à l'époque, je suis toujours séparée du père de ma fille. Maintenant, je suis avec un nouveau conjoint. Et du coup, il a pu prendre notre fille pendant tout le mois d'août, ce qui m'a permis, moi, de souffler, de ne plus être ni maman, ni aidante, ni quoi que ce soit. Donc je suis partie en Italie avec une amie parce que je trouve que l'Italie est le meilleur endroit pour se réchauffer, vivre de la joie, bien boire, bien manger. Donc j'ai commencé par ça. Et puis ensuite, la rentrée est arrivée. Je me suis pas posé de questions. Moi, j'ai un côté bon petit cheval. Je tire ma charrette, côté mère courage. Donc vas-y, charge la mule. C'est pas grave, je vais y arriver.
Donc je me suis engouffrée dans la rentrée sans réaliser mon état d'épuisement et je me suis écroulée fin octobre. C'est-à-dire que j'étais en salle de formation et donc j'épaulais des personnes des services sociaux, je les formais à l'accompagnement du changement. Puis on fait une pause et j'étais épuisée, mais vraiment épuisée. Je vais aux toilettes, je me lave les mains, je me regarde dans la glace. Et là, je me dis, mais tu vas pas retourner dans cette salle, t'es la personne qui a le plus besoin d'aide dans cette salle. Comment est-ce que tu peux aller voir des gens et prétendre les aider en quoi que ce soit, alors que là, maintenant, c'est toi qui as besoin d'aide. Je l'ai compris. Et dans ce souci de congruence aussi, d'être honnête avec ce qui se passait, je pouvais plus continuer. Donc, je suis allée les voir et je leur ai dit, je suis désolée, il faut que je parte. J'ai prétexté un malaise, du type malaise vagal. Et je suis repartie. Et j'ai arrêté de travailler à nouveau pendant 1 an. Parce que moi, j'étais au chômage psychologique, je pouvais plus être coach. C'était terminé, j'avais plus l'énergie pour ça. J'étais sincèrement la personne qui avait le plus besoin d'aide, j'avais plus aucune ressource pour épauler les autres. Donc j'ai dû trouver une autre activité. Entre-temps, puiser dans mes réserves, ce qui m'a permis aussi de finaliser tout ce qui arrive après un enterrement, les successions, etc. pour reprendre mon activité vraiment seulement au bout d'1 an. Et puis, quand il y a eu un tel investissement parfois, de se retrouver sans rien, entre guillemets, parce que l'aidant, très souvent, il a aussi un peu organisé sa vie autour de ça. Hein. Donc, le ça disparaît parce qu'il n'y a plus de traitement ou parce que malheureusement, la personne a disparu. En fait, il y a un peu un vide. Donc, du coup, faut aussi retrouver des nouveaux repères, un nouvel équilibre. Donc, ça peut être extrêmement déstabilisant aussi. Et nous, parfois, on a même des aidants qui s'effondrent en fait après. Alors, autant ça peut arriver aussi pour les patients de s'effondrer après les traitements quand on leur annonce la rémission, mais parfois chez les aidants aussi qui vont s'effondrer un peu en parallèle ou parce qu'ils ont tellement investi, ils se sont un peu oubliés et qu'ils ont le contre-coup. Et puis parfois même aussi après le décès, parce que alors déjà il y a le deuil de la personne, et puis il y a un phénomène aussi de vide en fait, de relâchement aussi qui se fait. Donc c'est aussi, on sait que c'est des moments qui sont importants, qui sont un peu charnières et qui peuvent être très compliqués. Je pense qu'il faut être vigilant. Enfin, je pense pas, c'est sûr, il faut être vigilant dans tous les moments de transition. De toute manière, des moments de changement de vie, c'est des moments où il faut quand même être vigilant. Alors, ça veut pas dire que forcément ça va mal se passer, mais juste d'être vigilant. Donc, de pouvoir aussi savoir solliciter s'il y a besoin un médecin, un psychologue, parce que c'est des moments qui sont pas forcément évidents. Ce qui m'a aidée, c'est mon environnement amical. J'ai toujours eu beaucoup d'amis et puis j'ai des amis qui étaient très proches. Ce qui m'a aidée, c'est en partie de reprendre la thérapie et encore, j'y suis pas beaucoup allée. Je crois que ce qui m'a aidée, c'est m'autoriser la pause. De me dire, à un moment donné, tu peux pas porter le monde sur tes épaules. Toi aussi, t'es fragile et t'as besoin d'accepter que t'es pas toute puissante, que t'es pas hyper forte et qu'à un moment donné, il faut prendre soin de toi. Donc j'ai beaucoup dormi, je déposais ma fille à l'école, je rentrais me coucher, je dormais, j'ai mangé parce que j'avais besoin de manger, j'avais trop perdu de poids. Puis de me promener, de vivre au ralenti en fait. Mais aussi parce que je trouve que quand on vient de perdre un être cher, le monde, quand même, il a ce culot de continuer à tourner à la même vitesse. C'est quand même incroyable. Je veux dire, le monde entier ne fait pas cette pause, alors qu'il devrait y avoir une minute de silence collective. Tout le monde devrait dire « Attention, il vient de se passer un truc incroyable ». Personne n'a vécu, mais moi, je me suis dit « Je dois vivre ce ralentissement, cette décélération, sinon je vais m'abîmer ». Et je pense que c'est ce qui m'a évité le burn-out, parce que j'étais vraiment à la lisière du burn-out familial, c'était pas professionnel. Mais je l'ai vraiment évité ce jour-là, devant la glace, en me disant « ça suffit, prends soin de toi ». Donc je suis devenue, j'ai arrêté d'être aidante, je me suis aidée moi-même d'une certaine manière. Et je pense que j'avais déjà développé une certaine philosophie de vie qui, grosso modo, disait profite de tout, accroche-toi à la branche, la lâche pas jusqu'au bout, profite, bouffe la vie. Elle est précieuse, elle est belle, elle est fragile, tu sais pas quand elle s'arrête, donc vraiment, vas-y, profites-en. Donc ça, c'est resté. Ce que ça a changé, par contre, c'est la vision de moi. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup douté d'elle-même, même si ça se voit pas du tout. J'ai l'air d'avoir beaucoup de caractère, mais j'ai toujours beaucoup douté de moi, douté de ma valeur. Et je suis fière d'avoir été cette personne-là.
Et chaque fois que j'ai des moments où je doute de moi, je me dis, écoute, peu importe ce que tu fais ou ce que tu rates dans ta vie, cet accompagnement de fin de vie, tu l'as réussi. Tu l'as vécu comme tu voulais le vivre, t'as offert à ta mère ce que tu voulais. Avec ta sœur, vous avez vécu un truc génial, donc je suis fière de ça, en fait. Eh ben, Jess, précisément, il me semble que ce qui est en cause, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire la dépendance qu'on avait vis-à-vis de l'autre, qui est une addiction réelle et qui est une addiction forte. C'est-à-dire que quand le rythme de vie que l'on a pris devient à ce point prégnant sur sa vie, il est extrêmement compliqué, lorsque ça s'arrête, de pouvoir le vivre paisiblement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans des situations qui sont pas forcément les situations post-aidances, mais qui sont déjà les situations de transformation liées à la maladie. C'est le retour à domicile. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un qui s'était éloigné du logement se retrouve et retourne à domicile, parfois avec une rémission, et ce qui pourrait être considéré comme une bonne nouvelle par l'ensemble de la structure familiale est souvent vécu comme une perturbation de plus. Donc on est clairement dans une forme, lorsque se clôt l'épisode de l'aidance, dans ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour l'aidant et qui est rarement vécu comme une bonne nouvelle en tant qu'individu missionné et complètement dépendant de la personne qui l'accompagne. Donc à partir de là, vous avez une forme de processus qui est un processus de deuil sans doute beaucoup plus lissé que traditionnellement la courbe du deuil où on aurait de la colère, du déni, qui ne me semble pas forcément être convoqué. Mais en revanche, l'idée qu'il faille reconstruire sa vie différemment, et c'est d'ailleurs ce que Nolwenn dit, me semble-t-il, quand elle dit « j'ai pris du temps pour moi et ensuite j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire ». Donc il faut prendre un temps qui est celui de la reconstruction à la fois de soi-même, c'est-à-dire comment est-ce que, en tant qu'individu, je vais pouvoir vivre sans la dépendance que j'ai à l'autre, et soi-même dans une perspective d'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce que désormais je vais faire de ma vie. Donc on est face à un processus de deuil qui parfois sera très mal vécu, mais qui, me semble-t-il, est un processus de deuil un peu accéléré. Il faut que les aidants gardent en tête, puisque par nature, ils sont éclatés sur l'ensemble du territoire français. Et que effectivement il n'y a pas de pancarte ou de t-shirt disant qu'on est aidant. On pourrait y penser d'ailleurs, mais je pense pas que ce soit forcément l'urgence du moment. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir dire à des aidants, c'est qu'ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls parce qu'ils partagent finalement une communauté de destin, de gestes qui consiste à accompagner avec presque 10 millions de Français, c'est-à-dire un Français sur 7, quasiment. Et si on enlève les plus jeunes d'entre nous, ça va être un Français sur 5. Donc ça c'est le premier point, ils sont pas seuls, mais ils sont pas seuls non plus dans le fait que par rapport à d'autres qui sont plus jeunes ou qui ne sont pas concernés, ils sont vraisemblablement un peu en avance par rapport à ce qui, d'une certaine façon, va devenir une forme de réalité pour chacun d'entre nous. Quand on interroge les aidants et des salariés plus exactement dans l'entreprise sur la probabilité qu'ils jugent de devenir un jour ou l'autre aidant, vous avez 90% des salariés qui vous disent qu'ils pensent qu'ils seront un jour ou l'autre aidants. Donc ça veut dire que c'est une situation qui s'invite à tous. Et ils sont pas seuls non plus, il me semble, à l'aune de l'histoire, puisqu'ils s'inscrivent et mettent leur pas dans une tradition qui est finalement une tradition d'aide, de proximité, de prise en charge des plus faibles, des plus fragiles, qui puise son origine depuis la nuit des temps. La plupart du temps, l'aidant est un proche familial. Mais quand la famille n'est pas là ou pas assez présente, comment ça se passe ? Lily vit depuis plusieurs années avec un cancer du sein métastatique. Elle qui se considère sans famille, elle ne se sent pourtant pas isolée. Ses aidants sont ailleurs, auprès de sa famille de cœur. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pas de famille. En fait, j'ai socialement pas de famille. Et moi, mes piliers, ce sont mes amis, c'est ma famille de cœur. Donc, partout en France, voire à l'étranger, j'ai des familles de cœur. Et voilà, ils se sont longtemps interrogés de comment, parce que le quotidien se fait toute seule. Mais j'ai la force en moi parce que quelque part, je me sens pas toute seule.
je me sens pas isolée, paradoxalement, et que je sais que j'ai ce lien constant avec mes proches qui en plus m'accueillent régulièrement en vacances en disant bah voilà. Et quand j'arrive, je leur dis bon, je débranche la moitié de mon cerveau, je vous préviens. Et ça fait du bien de pouvoir être en lâcher prise chez des proches qui vous connaissent et qui vont vous coucouner une semaine avec une vie familiale avec les enfants et vous êtes la tata d'adoption pour les petits. Ce que vous dites, écoutez. Ouais, et puis moi je crois que c'est ça le véritable amour. C'est quand vous vous retrouvez dans des difficultés de vie, la maladie, quand elle devient chronique et évolutive, c'est sur le long terme. Et merci à mes amis en fait, grand merci d'être là et de continuer à être là et de me donner aussi cette force. Ça fait partie de mes ressources. Mais ils s'en tiennent compte quand même, c'est-à-dire que moi j'ai des scènes comme ça, on en rigole maintenant, mais je peux m'écrouler sur le canapé, je suis en vacances et on sait pas pourquoi, et voilà la chimio, le traitement et du coup c'est ok, c'est ok. Ah là il y a eu un moment, ton corps a demandé du repos, on se réorganise. On avait prévu, je ne sais pas, une balade en forêt, on se réorganise autour de ça, dans 1 heure t'ira mieux. Et c'est ça qui est chouette, c'est que on en tient compte, on s'adapte, mais je ne fais pas que ça. aussi difficile de leur dire, mais moi j'ai une maladie qui se guérit pas. On le fait. Enfin moi j'ai décidé de le faire d'emblée, et après j'ai un peu regretté parce que du coup, alors j'ai cette chance que j'en ai pas beaucoup qui sont partis, mais du coup ça peut faire peur, c'est ce qu'on apprend. Et de définir, j'ai défini avec mes amis des stratégies de dire, mes amis, c'était comment on peut t'aider en fait, parce qu'en plus beaucoup sont loin, ont déménagé ou sont depuis tout temps habité loin de moi. Et un jour, je me suis réveillée et j'ai bingo. Je leur ai dit, allez, je sais comment vous pouvez m'aider, ceux qui savent. Et je leur ai dit, vous savez, ce que je fais là, c'est un combat de titans tous les jours. Et j'ai une surcharge mentale. J'étais déjà en surcharge mentale au bout de 6 mois quand même, plus le traitement. Et j'ai besoin vraiment d'être dans une maison cocooning, amicale, où je puisse me poser et voilà, ou si je vous explique comment ça fonctionne mon entraînement, ou d'être protégée, mais moi de débrancher une partie de mon cerveau. C'est-à-dire que je vais une semaine à Marseille, une semaine. D'ailleurs, je reprends l'accent quand je parle de Marseille, c'est trop drôle. Je vais une semaine en Bretagne. Je vais une semaine chez ma meilleure amie qui est au fin fond du Cantal et merci à elle parce que j'ai des petites semaines comme ça dans l'année et je me pose et effectivement je gère. Des fois, je gère même plus le fait d'aller chez le pharmacien et d'expliquer qu'il faut commander ma chimio parce que maintenant ils savent faire. Je leur donne ma carte vitale et ça, merci mes amis parce que ils me permettent depuis 6 ans et demi et c'est juste énorme ce qu'ils font parce qu'ils le font vraiment. Ces témoignages révèlent à quel point les aidants sont des figures discrètes, mais indispensables dans la traversée du cancer. Leur engagement, leur amour et leur résilience apportent non seulement un soutien pratique, mais aussi une force morale inestimable pour les patients. Leur présence va bien au-delà d'un simple soutien logistique. Ils deviennent des piliers émotionnels, des gestionnaires du quotidien et parfois même des experts autodidactes de la maladie. Ces témoignages ne sont pas isolés, c'est une réalité de plus en plus présente, car comme l'a expliqué Thierry Calva, la part des aidants dans la société est amenée à augmenter drastiquement dans les prochaines années. Ainsi, le rôle des aidants prend une dimension presque universelle, où le soutien devient un acte d'amour et de solidarité qui nous ancre dans notre humanité. Et comme le dit si bien Bertha von Suttner, lauréate du prix Nobel de la paix en 1905, après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Cet épisode du Cancer et moi vous est présenté par Amanda Scott, réalisé par Marianne Jolin et Charlotte Lepage, mixé par Léo Westphal et produit par Géol Podcast. Merci à tous les intervenants de cet épisode qui ont accepté de nous partager leur quotidien et leur expertise. Merci également à toutes les personnes ayant aidé à la création de ce podcast.